L'assistante sociale d'une trentaine d'années, qui s'est fait passer pendant des mois pour une lycéenne, a enfin connu son sort. Depuis des années, les enquêteurs savent que Shelby Hewitt utilisait plusieurs identités pour s'inscrire dans au moins 3 écoles publiques autour de Boston. Mais maintenant, elle assume ses actes devant le tribunal. Cependant, les répercussions pourraient ne pas être terminées. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Nous utilisons à Law and Crime un service appelé Truthfinder, utile pour rechercher dans les dossiers publics et gagner du temps lors de recherches sur des personnes. Mais pour vous, écoutez bien, vous tapez un nom, vous trouvez des adresses, vous trouvez des antécédents criminels, cela peut vous rassurer. C'est notre outil de référence pour faire des vérifications de passé. C'est l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis et avec un abonnement, vous pouvez effectuer des recherches illimitées en toute confidentialité. Pour vérifier de nouveaux voisins ou examiner les personnes que vous rencontrez en ligne ou simplement retrouver quelqu'un avec qui vous voulez reprendre contact. Vous pouvez même rechercher les délinquants sexuels enregistrés dans une zone ou même faire une vérification de votre propre passé. Restez informé, restez en sécurité. Consultez les dossiers publics sur truthfinder.com/LC avec Truthfinder Now. En 2022-2023, un nouvel élève a rejoint le lycée Albert D. Holland, anciennement Jeremiah E. Burke, à Dorchester, Massachusetts. L'élève a dit avoir 16 ans et être en famille d'accueil. Daniel Herrera, je vais expliquer ce que cela aurait été. Quelques mois avant que les administrateurs ne découvrent la vérité très troublante, elle était en réalité Shelby Hewitt, une assistante sociale qui avait alors une trentaine d'années. Une enquête a été ouverte sur les actions de Hewitt et sa réussite. Les responsables ont découvert que Hewitt avait utilisé plusieurs fausses identités pour s'inscrire dans au moins 3 lycées entre septembre 2022 et juin 2023. Elle a utilisé de faux documents pour prétendre être une enfant du système de placement familial du Massachusetts, selon la police. Hewitt, 16 ans, s'est inscrite au lycée Burke à l'automne 2022 et a rejoint l'équipe de basketball féminine. Et écoutez bien, elle a pris le numéro 32 pour refléter son âge, puis a demandé un transfert au lycée Brighton. En juin 2023, la police dit qu'elle s'est inscrite sous un autre nom au lycée English à Jamaica Plain. Cette fois-ci, d'ailleurs, elle s'est fait passer pour une fille de 13 ans. C'est intéressant. On vieillit, mais on se fait passer pour quelqu'un de plus jeune. C'est vraiment intéressant à considérer. Selon NBC10 Boston, un homme se faisant passer pour le père de Hewitt est allé au lycée English et a dit qu'il l'a retirée pour harcèlement. Mais elle venait tout juste de s'inscrire une semaine auparavant et l'école travaillait à résoudre la situation de harcèlement. Donc, les choses semblaient un peu bizarres, non? Lorsque les administrateurs ont contacté le district scolaire pour vérifier des documents, ils ont découvert des erreurs. Alors ils ont essayé de contacter l'assistante sociale indiquée sur son formulaire d'inscription pour obtenir des éclaircissements sur ce qui se passait. Il s'est avéré que cette personne n'existait pas. La police a été leur prochain appel. Les élèves de l'école ont vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Les histoires de Hewitt ne concordaient pas toujours, mais ils attribuaient cela à sa personnalité. Peut-être avait-elle eu une enfance difficile, été réservée ou confuse, affirmant avoir été maltraitée et victime de trafic. Voilà le point essentiel. D'après The Boston Globe, certains élèves ont retrouvé la véritable photo de Hewitt dans l'annuaire de son lycée, Sharon High School, datant de 2007. C'est ce qui a tout révélé. Voilà. Aucune information d'ailleurs sur le fait que l'homme qui aurait prétendu être le père de Hewitt ait été retrouvé ou inculpé. Mais ce que nous savons, c'est que Hewitt a été inculpée. Elle a été accusée de 9 chefs pour usurpation d'identité et falsification de documents. Un mandat a été émis en juin 2023 et elle s'est rendue. Elle a été libérée sous caution de 5 000 $ selon NBC. Il y avait des conditions strictes qui lui interdisaient de s'approcher des écoles ou de contacter les personnes qui s'y trouvent. Massey va parler avec une femme qui a fréquenté le lycée Burke en même temps que Hewitt. Elle est même devenue son amie, a-t-elle déclaré aux médias. Je cite, « Ça me rend difficile de faire confiance aux gens. Je me demande si cette personne est sincère ou juste une autre Shelby. » À l'avenir, beaucoup d'élèves risquent de se sentir trahis. Même 3 ans après, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti. C'est l'essentiel. Où ai-je le mal? Parlons-en. Donc, apparemment, Hewitt est devenue amie avec des élèves âgés de 13 à 16 ans. Encore une fois, c'est une femme dans la trentaine. Écoutez bien, au moment où elle prétendait être lycéenne, elle assistait aux cours, faisait du sport et se faisait des amis. Elle travaillait aussi comme assistante sociale au département de la protection de l'enfance et des familles, touchant 4 000 $ par an tout en se faisant passer pour une adolescente. Elle aurait aussi inventé de fausses identités pour les employés du DCF pour faciliter l'inscription. Apparemment, Hewitt ne se faisait pas passer pour une adolescente qu'à l'école. Elle aurait aussi utilisé les ressources du DCF pour s'inscrire à Walden Swings comportementaux. C'est une clinique pour troubles alimentaires à Dedham, Massachusetts,
où elle s'est encore fait passer pour Daniela Herrera. Nous reparlerons bientôt de Walden Soins comportementaux et de ce que ses employés savaient sur Hewitt. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui vient de se passer. Après de nombreux reports, Hewitt devait être jugé la semaine prochaine au comté de Suffolk, mais le tribunal a finalement annoncé un accord de plaidoyer. D'après ce que je comprends, il y a une décision convenue dans cette affaire pour un plaidoyer de culpabilité. J'ai déjà eu l'occasion d'examiner votre dossier du conseil de probation. Je connais parfaitement cette affaire, comme vous le savez, et j'ai déjà eu l'occasion de consulter les directives ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poursuivre cette procédure. D'accord? Hewitt a plaidé coupable le 3 février pour usurpation d'identité, violation des règles d'un employé public et 3 chefs de faux. Les 4 autres chefs d'accusation ont été abandonnés et l'avocat de Hewitt avait précédemment indiqué au tribunal que sa cliente souffrait de problèmes de santé mentale à long terme pour lesquels elle avait commencé à recevoir un traitement. Cela devrait être un élément à prendre en compte ici. Hewitt a évoqué certains de ses problèmes mardi dans une déclaration. Regardez. Merci de me laisser m'exprimer, votre honneur. Je suis vraiment désolée pour le mal que je sais avoir causé, et je reconnais que mon comportement a perturbé les écoles publiques de Boston et a provoqué de la confusion, de l'inquiétude et probablement de la peur chez les élèves, les familles et le personnel. Je n'aurais jamais dû être là et, par mes actes, j'ai trahi la confiance de l'école, de la communauté, de ma famille et de toutes les personnes qui m'aimaient. Et je suis profondément désolée pour la douleur que j'ai causée et je ressens beaucoup de honte chaque jour à ce sujet et donc je le suis. Je n'étais pas une bonne personne et je continue un traitement intensif de santé mentale avec des médicaments et un accompagnement psychologique pour essayer de devenir une meilleure personne. Et je sais que cela n'efface pas le mal que je sais avoir causé. J'assume pleinement la responsabilité et j'espère que ceux que j'ai blessés pourront guérir. Je suis sincèrement désolée pour mes choix très égoïstes. Je ne renonce à aucun frais. Mademoiselle Hewitt, avant d'accepter votre plaidoyer de culpabilité sur l'acte d'accusation 2384 CR 555 pour les chefs 1, 2, 3, 7 et 9, il faut le prendre en compte. Le tribunal vous place en probation pour une période de 4 ans. Ces périodes de probation seront effectuées simultanément, en même temps les unes que les autres. Donc, Hewitt a été condamné à purger 4 ans de probation pour chaque plaidoyer de culpabilité, qui seront purgés simultanément, donc en même temps. Si les peines avaient été consécutives, elle aurait affronté 20 ans de surveillance. Elle a aussi payé plus de 9 000 $ de restitution. Dans le cadre de sa probation, elle doit poursuivre une thérapie et prendre ses médicaments prescrits. Elle doit éviter les écoles publiques de Boston et ne peut ni travailler ni demander de licence d'assistante sociale. Je pense que cela a du sens, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il reste encore beaucoup de questions sur la façon dont cela a pu arriver, surtout quand on apprend que Hewitt avait, à un moment donné, emménagé chez sa thérapeute de longue date. Oui, c'est une personne qui, d'après le Boston Globe, se serait assise à côté d'elle pendant qu'elle se confiait. Rebecca Burnett, alias Becky, assistante sociale clinicienne agréée et ex-superviseur chez Walden Behavioral Care, déjà citée, risque des mesures disciplinaires. Burnett a exprimé son choc lorsque les accusations contre Hewitt ont été révélées, mais beaucoup se sont depuis posé des questions. Vous savez jusqu'à quel point savait-elle réellement ce qui se passait? Que savait-elle vraiment de l'histoire de Hewitt? Les procureurs disent que Hewitt a expliqué à Burnett et à d'autres employés de Walden qu'elle était si traumatisée par le trafic subi enfant qu'elle ne se souvenait plus de son âge. Mais selon The Globe, Hewitt avait déjà été inscrite chez Walden Behavioral Care sous sa vraie identité selon des employés et d'anciens patients. Burnett se souvient forcément d'elle, alors comment aurait-elle pu être trompée? Et pourquoi a-t-elle laissé Hewitt emménager avec elle? C'est aussi une bonne question. Hewitt, se faisant passer pour un enfant placé, a emménagé avec Burnett et son compagnon John Smith. C'est déjà suspect, et beaucoup voient une grave violation éthique dans le fait qu'un patient et un thérapeute vivent ensemble. Mais il est impossible que Burnett n'ait pas au moins eu quelques soupçons qu'il se passait quelque chose, non? Je ne sais pas, peut-être, tu vois? L'avocate de Burnett, Connie Tran, a déclaré au Globe après l'arrestation de Hewitt que, je cite,
Hewitt a utilisé divers faux personnages pour tromper Walden, BPS et Rebecca en leur faisant croire qu'elle était en fait une enfant légalement sous la garde du DCF. Tran a également affirmé que Rebecca n'avait pas facilité l'inscription de Shelby Hewitt à BPS. Au contraire, Hewitt a entrepris cette démarche de façon indépendante. Mais les administrateurs scolaires ont répliqué, affirmant que cela ne tient pas, a écrit la journaliste Patricia Wen dans le Boston Globe en 2024. Ils disent que Burnett était présent sur Zoom ou en personne pour remplir l'inscription. En août 2022 pour Daniela Herrera, 16 ans, et en juin 2023 pour Ellie Blake, 13 ans, les responsables estiment que l'usage par Burnett d'un second nom dans le système scolaire, Ellie, remet en question la véracité du premier, Daniela. Selon The Globe, 6 plaintes ont été déposées contre Burnett auprès du Conseil des travailleurs sociaux de l'État depuis l'arrestation de Hewitt, qui examine s'il y aura une sanction. Elle ne travaille plus chez Walden Behavioral. Selon The Globe, la clinique n'a pas confirmé son licenciement. Son avocat concernant sa licence de travailleuse sociale, Paul Cyril, a déclaré cette semaine au Boston Globe que les audiences sur son dossier devraient commencer cet été. Très bien, je veux en parler davantage et je souhaite inviter l'ancien procureur pénal Dan Schroeder, qui travaille également en étroite collaboration avec les écoles et d'autres établissements d'enseignement concernant les crimes potentiels sur les campus. C'est l'invité parfait pour cela, Dan. Avez-vous déjà vu cela? Quelqu'un qui usurpe une identité à ce point et parvient à le faire un moment? Oui, c'est vraiment étrange. Je n'ai vu un cas similaire qu'avec Johnny Depp à la télévision dans les années 80. Vous savez, quelqu'un qui se fait passer pour un lycéen. Vous savez, tant de cas dont nous parlons. Il y a quelqu'un qui est une victime et il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet ici. C'est un peu étrange parce qu'il n'y a pas de personne spécifique qui a été victime. Évidemment, ce sont les contribuables et les ressources. Et la question que je poserais, c'est quel était le motif derrière tout ça? Était-ce pour profiter, préparer une escroquerie plus large, ou simplement l'acte d'une personne souffrant de troubles mentaux croyant que c'était une bonne idée? Parce qu'il ne semble pas que quelqu'un soit spécifiquement lésé d'une manière préoccupante. Permettez-moi de nuancer. Elle touchait un salaire en se disant étudiante numéro 2. Je me demande quel est vraiment le préjudice pour les étudiants. Ses amis, celles impliquées dans sa vie ou avec qui elle a échangé, pourraient avoir des problèmes de confiance. À l'avenir, j'ai l'impression que cela doit causer une forme de dommage psychologique. C'est certain, la fraude est grave. Ancien inspecteur général à Yonkers, j'ai enquêté sur la fraude financière d'une ville, donc je prends cela très au sérieux. Mais je suppose que je le compare à certains autres cas. Nous parlons de situations où il s'agit de violences entre partenaires intimes, d'abus sexuels et de choses comme ça. Les personnes qui vivent cela subissent un traumatisme à vie, mais vous souhaitez que seules celles qui doivent être à l'école y soient. Je n'ai jamais vu quelqu'un prétendre fréquenter cette école ou y être éligible pour en tirer des avantages. Comme vous l'avez dit, elle travaille pour la ville et le gouvernement, donc si elle est à l'école, elle ne fait pas son travail. Je dirais aussi inculpé pour fraude et falsification. Mais il y a quelque chose de troublant et un risque pour la sécurité. Imaginez un instant que vous n'avez pas affaire à elle, mais à quelqu'un d'autre qui se fait passer pour un enfant, alors qu'il a 30 ans. Un adulte qui traîne avec des enfants, vous savez où ça peut mener? N'est-ce pas? Je veux dire, on ne peut certainement pas permettre que cela arrive. Et je pense que très souvent, les poursuites pénales ne servent pas seulement à punir ce prévenu en particulier, mais aussi à dissuader et à s'assurer qu'un message soit envoyé. Si vous faites cela, vous risquez des poursuites pénales. Elle ne sera probablement pas incarcérée, mais elle risquait ce danger. Et elle aura cela au-dessus de sa tête. Cela va affecter sa vie, sa carrière. C'est aussi public, donc quel que soit le travail qu'elle essaiera d'obtenir ensuite, cela va nuire à cela et j'espère que cela dissuadera d'autres personnes de faire la même chose. Il est rare que quelqu'un veuille retourner à l'école. Au lycée, j'avais hâte d'en partir, donc voir une personne vouloir y revenir après des années intrigue, on se demande pourquoi. Des problèmes de santé mentale sont évidents ici. 4 ans de probation suffisent, pas de prison. Je pense que oui. Cette personne semble menacer violemment la communauté sans raison de l'incarcérer. Je ne pense pas qu'elle soit un danger d'après ce que nous avons vu. Il faut envoyer un message clair à elle et à la communauté. Ce comportement est inacceptable et vous serez poursuivi. Si elle n'a pas de casier judiciaire, il me semble inutile d'incarcérer quelqu'un comme elle pour un crime non violent. Mais cela reste une condamnation grave qui va la suivre pour le reste de sa vie. Elle a également reçu l'ordre, comme je l'ai mentionné, de rester éloignée des écoles. La question, bien sûr, sera de savoir à quelle fréquence elle sera réellement contrôlée. Comment vont-ils faire respecter cela?
n'est-ce pas? Eh bien, si elle est sous une forme de probation, il devrait y avoir une certaine supervision, donc ce n'est pas comme si elle allait être surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si quelqu'un signale qu'il la voit dans une école ou près d'une école, alors elle pourrait risquer la prison rien que pour cette violation. Tu sais quels outils ont les agents de probation pour surveiller quelqu'un? Oui, je veux dire, certains utilisent le suivi GPS où les gens portent un bracelet ou autre chose, ce qui permet de toujours connaître leur position. Et si c'est le cas, ben, la technologie est incroyable aujourd'hui. On peut voir si la personne est près d'une école, d'un autre endroit interdit, ou si elle s'en approche, et on va la contacter pour l'en avertir. Donc la technologie existe vraiment. Il s'agit de savoir si la surveillance juge cela nécessaire ou si ce n'est qu'une formalité. C'est un avertissement pour elle et en cas de récidive, elle risque une sanction plus lourde comme l'incarcération. Voyez-vous, je veux dire, dans des cas, si vous avez déjà vu cela auparavant, voyez-vous des récidives? Ça, vous savez, si elle récidivait, il serait difficile de l'imaginer refaire le même genre de choses. Maintenant que son nom est public, si elle tente de s'inscrire ailleurs, il pourrait apparaître lors d'une simple recherche en ligne. Elle a déjà tenté cela auparavant en consultant le dossier lors de l'inscription. De plus, en vieillissant, il devient plus difficile pour quelqu'un de se faire passer pour une lycéenne. Je pense qu'elle ne refera probablement pas cet acte, mais la fraude en général reste possible. Et quelqu'un qui essaie de manipuler le système pour obtenir un avantage et profiter des fonds et des ressources des contribuables, c'est quelque chose qui représente un danger et on pourrait voir cette personne récidiver à l'avenir d'une manière différente. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un ferait cela? C'est la grande question. Son avocat évoquait des problèmes de santé mentale. Il doit y avoir une histoire plus large que nous ignorons. Pourquoi voulait-elle retourner au lycée? Peut-être pensait-elle manquer quelque chose et voulait-elle le trouver ainsi ou être avec des personnes plus jeunes. Pour une raison quelconque, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, quelqu'un pourrait faire cela dans un but vraiment néfaste, parce qu'il compte faire quelque chose de nuisible à d'autres élèves du lycée, ou voulait-il simplement revenir à cette époque de sa vie parce qu'ensuite tout ne se passait pas comme il le souhaitait? Quelqu'un qui regrette la gloire du lycée, on ne sait pas pourquoi, mais il est clair qu'agir ainsi révèle des problèmes mentaux. Ils ne sont pas mentalement équilibrés s'ils s'inscrivent dans des écoles, parce qu'ils vont forcément se faire attraper à un moment donné. Quelqu'un, je ne pense pas que ce soit quelque chose dont on puisse simplement s'en tirer. Vous aurez juste votre diplôme du lycée à cet âge sans que personne ne remarque que vous êtes plus âgé. Beaucoup de facteurs compliqués interviennent, que ce soit pour revivre les jours de gloire, ou à cause d'événements de votre enfance, où vous n'avez pas eu l'impression d'en avoir une et y retourner. Je ne cherche pas à justifier, mais j'ai déjà vu ça. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai mentionné. Comment a-t-elle pu faire ça? Je veux dire, comment a-t-elle pu exploiter les failles du système pour devenir étudiante? Le surintendant des écoles publiques de Boston a qualifié cela, je cite, d'affaire de fraude extrêmement sophistiquée. A. Comment pensez-vous qu'elle a fait? B. Pensez-vous qu'elle a eu de l'aide? J'ai parlé plutôt de son soi-disant faux père venu dans une des écoles. Est-ce quelque chose qu'elle aurait pu faire seule? Comment a-t-elle pu y parvenir? Vous pensez qu'elle a eu de l'aide? Ça semble être quelque chose pour lequel il faudrait d'une certaine aide, parce qu'il faut fournir une pièce d'identité. Et peut-être qu'elle a réussi à créer de faux papiers toute seule. Faire passer quelqu'un d'autre pour un faux père, c'est évidemment aussi une autre partie de tout ça. C'est intéressant. Quel est son niveau de compréhension des exigences scolaires? Et comment peut-elle manipuler ces informations pour satisfaire ce que l'école demande? Et nous ne savons pas à quel point le système scolaire était laxiste en ce qui concerne la surveillance des inscriptions. C'est une autre chose. Il y a beaucoup d'élèves dans un système scolaire comme celui-ci. Parfois, ils sont débordés. Beaucoup de systèmes scolaires manquent de personnel. Il y a eu des coupes budgétaires dans beaucoup d'endroits récemment, et peut-être que cela y a contribué. Mais je pense qu'elle est soit très sophistiquée dans la façon dont elle crée de fausses pièces d'identité et d'autres choses qui peuvent tromper l'école. Elle a peut-être eu de l'aide et on ignore si la personne l'ayant aidée savait ce qu'elle faisait. Mais c'est certainement un problème qui doit être examiné de plus près. Tu as entendu parler de Rebecca Burnett, n'est-ce pas? Cette assistante sociale clinicienne agréée, cette ancienne superviseure chez Walden Behavioral Care, la personne avec qui elle aurait emménagé. Beaucoup se demandent si elle a facilité son inscription. Son équipe juridique dément totalement. Elle a été trompée, mais de nombreuses questions subsistent. Comment pouvait-elle ignorer ce qui se passait? Vous voyez, elle ignorait cela, ce n'était pas une enfant. Quelles conséquences juridiques pour Burnett? Je suppose que la police a enquêté. Cela ne signifie pas qu'ils ont trouvé la réponse, mais à chaque poursuite de ce type,
En tant qu'ancien procureur ou inspecteur général enquêtant sur une fraude, je voulais savoir qui d'autre était au courant et leur rôle. Je suis donc sûr que cela a été étudié. De plus, il y a eu un accord de plaidoyer ici avec la prévenue. Donc, on pourrait penser qu'une partie des négociations consisterait à essayer de savoir si elle est prête à dire que quelqu'un d'autre était impliqué. Certaines personnes étaient prêtes à agir, d'autres non, mais cela a sûrement été discuté oralement entre eux sur la situation. Si la prévenue refuse de révéler cela, il est difficile pour les forces de l'ordre de trouver des preuves pour avancer. Qu'en est-il du fait qu'elle fait face à plusieurs plaintes, comme je l'ai déjà mentionné? Son avocat a déclaré au Boston Globe que les audiences sur son affaire débuteraient cet été. Je parle de Burnett et de sa licence d'assistante sociale. Que peut-on attendre dans ce cas? Quelles sanctions disciplinaires attendre pour Burnett? Je suis sûr que cela va être abordé et qu'une partie de son rôle est d'être informé sur les personnes avec qui elle travaille. Donc, qu'il y ait ou non quelque chose qui porte atteinte à sa licence ou qui lui cause des ennuis d'une autre manière, au final, on ne peut tout simplement pas le dire pour l'instant. Mais je suis sûr que ce sera un point qui sera au centre de l'examen. Parce que c'est aussi une préoccupation quand vous donnez une licence ou qu'une personne détient une autorité par son expertise. Il est important de vérifier qu'elle agit bien pour l'individu et la société. Dans ce type de procédure, témoignerait-elle ou Burnett prendrait-il la parole pour expliquer ce qui s'est passé ou ferait-elle une déclaration? On pourrait lui demander de le faire. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de ce type de procédure, ni si vous êtes obligé de répondre à toutes les questions ou si vous pouvez refuser d'y répondre. Mais encore une fois, je pense qu'il serait difficile de prouver la connaissance ici, à moins qu'il n'y ait une sorte de communication, un message texte, ou bien cette prévenue qui, dans cet accord de plaidoyer, parle de la façon dont elle a été aidée. Donc, à part ça, quelqu'un pourrait simplement continuer à nier, comme vous en parliez tout à l'heure, et dire « Je ne savais rien de tout cela ». C'est vraiment difficile de prouver le contraire à moins d'avoir une sorte de preuve. Très bien, Dan Shore. Retrouvons-nous dans d'autres circonstances. Celle-ci est étrange. Un cas étrange, comme tu l'as dit, n'a pas les mêmes conséquences, effets ou préjudices que d'autres affaires. C'est troublant, surtout en pensant à quelqu'un ayant exploité le système. Merci Dan Shore d'avoir pris le temps, je vous en suis reconnaissant. Jesse, toujours un plaisir. Merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Nous sommes aussi sur Peacock de NBC. Pour me suivre sur X ou Instagram, regardez mon émission sur News Nation Jesse Weber en direct du lundi au vendredi à 23h EST. À bientôt à tous.